Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doua. It's about everything. Et cette fois-ci, on va aller sur un dossier parce que j'ai vu une déclaration de certaines personnes et on va retourner sur ce dossier-là. Des fois, peut-être qu'on est allé, mais on est. Oui, on va dire on, même si je me mets pas vraiment dedans, mais on va dire on. On est allé sur une version d'une personne qui disait oh, finalement, et si le méchant qu'on pensait que c'était, ce n'était pas le méchant? Je vous laisse sur cette phrase-là. On commence déjà, guys. Bienvenue chez La Doua. It's about everything as you know. On est un peu partout. Cette fois-ci, on est direction américain. L'une des choses qui m'a toujours fascinée dans cette histoire, c'est la façon dont Internet a réussi à transformer une transaction commerciale en guerre personnelle mondiale. En vrai, c'est ça qu'on va parler. Parce qu'au final, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Un propriétaire a vendu une entreprise, un acheteur a acheté cette entreprise et soudainement, le monde entier a décidé qu'un homme était devenu le méchant absolu de l'industrie musicale. Je me souviens encore de la réaction collective lorsque les masters de Taylor Swift ont été vendus. Beaucoup de gens ont immédiatement considéré que Scooter Braun lui avait volé quelque chose. Mais attendez une minute. Les masters ne lui appartenaient pas juridiquement à ce moment-là. Donc, ça n'appartenait même pas à Taylor Swift, ces masters. Donc, c'était comme dans une transaction commerciale. Scott Brown, ben quoi, il a fait l'acquisition d'une compagnie et la compagnie possédait ces masters. Les masters, ils appartenaient au label. Le label a été vendu et avec lui, les actifs du label. La vraie question est donc la suivante. Pourquoi toute la colère s'est-elle concentrée sur l'acheteur plutôt que sur la personne qui a décidé de vendre? Parce que plus on regarde cette histoire de près, plus on réalise qu'il existe deux versions complètement différentes du même événement. Et vous savez quoi? Il y a une version la version qui a l'air la plus populaire ne veut pas dire que c'est elle qui est la véridique. Donc on est là, on regarde le tout ensemble, on met un like, on pousse la vidéo et on regarde ensemble cette histoire, on décortique ensemble. Pourquoi? Parce que ici, on pratique notre discernement. Parce que nous ne voulons pas être dans le fanatisme pur et simple. On veut pratiquer le discernement, se poser des questions. Même si on aime Taylor Swift, même si Taylor Swift c'est une très bonne chanteuse, mais il faut maintenant regarder le vrai envers du décor dans l'industrie musicale. Et c'est ça qu'on va faire ensemble, guys. Donc on y va, sans perdre d'instant. Donc déjà, pour comprendre cette histoire, il faut revenir au début. Pendant des années, Taylor Swift était la plus grande star de Big Machine Records. En réalité, elle n'était pas simplement une artiste du label, elle était le label. Quand Scott Borchetta a lancé Big Machine en 2005, Taylor Swift a été la première artiste signée. C'était son label, en 2005. On se rappelle, elle n'était pas encore majeure à cette époque. Elle avait 15 ans environ. Donc, c'est son père à elle qui a même investi dans l'entreprise à ses débuts. Donc, c'est le papa de Taylor Swift qui a investi dans Big Machine. À l'époque, personne ne savait que cette adolescente allait devenir l'une des plus grandes artistes de l'histoire de la musique. Elle chantait bien, elle était mignonne, mais personne ne pensait que ça allait devenir la grande Taylor Swift. Une jeune de 15 ans qui arrive, adolescente, qui chante bien. Le papa, il est content, c'est sa princesse. Ma princesse est la meilleure. Un label veut la signer. Le label, c'est un petit label. Le papa, il investit même dans le label qui signe sa fille. Mais c'est exactement ce qui s'est produit. Album après album, tournée après tournée, récompense après récompense, Taylor a transformé Big Machine en machine à imprimer de l'argent. À elle tout seule, comme première artiste, elle a créé l'argent à cette compagnie. Et pourtant, malgré son immense succès, ses 6 premiers albums appartenaient toujours au label. Ça, c'est à qui qu'on doit se plaindre, le contrat qu'on lui a fait signer à cette époque. Et on se rappelle, son père était dans le tout. C'est-à-dire son père
au-delà d'être son papa, il bénéficiait de tout ça parce il a contribué, il a investi dans ce label. C'est pas Taylor. Au label. C'est là que le problème commence. Au fil des années, Taylor affirme avoir tenté à plusieurs reprises d'acheter ses masters auprès du Big Machine. Donc, ça appartient un peu à son père. Selon elle, elle voulait récupérer la propriété de sa musique, comme n'importe quel artiste veut faire. Elle savait qu'un jour, Scott Borchetta pourrait vendre l'entreprise et donc vendre également son catalogue. Peut-être elle commençait à entendre parler, Scott Borchetta disait je pense commencer, ça prend de la valeur. Pendant que ça prend de la valeur, c'est peut-être le moment de le vendre, prendre le plus d'argent que je peux faire avec ça et puis refaire ma vie, mes autres projets. Elle entendait peut-être ça, fait qu'elle se disait mais lui, dans ce label-là, il a mes albums, mes 6 derniers albums qui font de l'argent, il les a. Il a mes masters, là. Il a ce que j'ai écrit, là. Il a mon cœur, mes tripes dedans. Moi, je les veux. Donc, arrive en 2019. Scott Borchetta décide de vendre Big Machine Records. Donc, elle avait bien ressenti, Taylor. Montant estimé. Donc, lui, c'est pas le masters de Taylor qui vendait, c'est tout son label. Et dans son label, il y a les masters les 6 premiers albums de Taylor dedans. Et puis, donc, si c'est estimé à 300 millions de dollars, c'est un peu grâce, c'est même pas un peu, c'est grâce aux masters de Taylor qui donnent la valeur. L'acheteur, celui qui dit, il regarde, il voit la valeur, ok, c'est 300 millions, pourquoi je devrais acheter ça à 300 millions? Il regarde, mais c'est les masters de cette chanteuse-là, Taylor, qui est une grande chanteuse. 2019, elle était une grande chanteuse. Ça vaut quelque chose. Ok, je le prends, c'est un bon deal. 300 millions, c'est un bon deal, je vais pouvoir en faire plus. Et c'est là que l'histoire explose. Pour beaucoup de gens, Scooter Braun était simplement un homme d'affaires qui achetait une entreprise. Mais pour Taylor Swift, ce n'était pas un inconnu. À ses yeux, Scooter était associé à plusieurs des moments les plus humiliants de sa carrière. Donc, Scooter, on sait qu'il gérait beaucoup d'artistes. Il avait géré Kanye West à l'époque. Il était le manager de... Je pense qu'il y a eu des petits problèmes récemment avec Justin Bieber, mais Justin Bieber, Katy Perry, il a géré tant d'artistes. Lady Gaga, il gérait tout le monde. Il était un big boss. Donc, lui, en particulier, on se rappelle 2019, le fameux Grammys, quand Kanye West a dit « C'est beau Taylor, mais Beyoncé a fait un meilleur album que toi. » Kanye. Et c'est à cette époque qu'il gérait Kanye West durant la période du conflit autour de la chanson Famous. Il était proche de Kim Kardashian au moment où la controverse de l'appel téléphonique a éclaté. On se rappelle les histoires avec les Kardashian. Taylor considérait déjà ce cercle comme hostile à son égard. Donc, il y avait déjà de l'animosité. Quand elle voyait le nom, pour elle, ce n'est pas mon ami. Donc, quand elle a su que c'est lui qui est propriétaire du label dans ses catalogues, elle a vu ça comme une guerre, comme un affront. Et elle a utilisé sa communauté, ou pas, pour la version, pour dire, il veut faire exprès de me faire du mal. Il a osé acheter mes catalogues, guys, mes bébés. Et c'est ça qui a créé qu'il est le méchant qui veut la persécuter. Alors quand elle découvre que la personne qui va contrôler ses 6 premiers albums est justement Scooter Braun, elle voit cela comme une trahison. C'est ce qui explique sa déclaration devenue célèbre. Elle dit qu'elle avait accepté l'idée que Scott finirait un jour par vendre ses masters. Ce qu'elle n'avait jamais imaginé, c'est que l'acheteur serait Scooter Braun. De son côté, Scooter raconte une histoire totalement différente. Selon lui, il ne connaissait pratiquement pas Taylor. Taylor n'est pas de la même génération, je la connais pas trop la fille. Je sais qu'elle chante blablabla, les chansons d'amour, mais c'est pas mon amie. Moi, je la connais pas. J'ai rencontré 3 fois dans ma vie cette fille-là. Et puis quand on s'est rencontrés, on s'est à peine croisés, je la reconnaissais pas. Il y avait plein de filles blondes. Moi, je savais pas c'est laquelle. Bref. Ça, c'est sa version à lui. Il la connaissait pas. Il n'y a pas d'animosité. C'est un businessman. Il a vu une occasion. Il l'a acheté. Il affirme l'avoir rencontré comme seulement 3 fois dans sa vie. Il dit qu'ils n'ont jamais eu de véritable relation personnelle. Donc,
dans sa version des faits, il n'a pas acheté Big Machine pour attaquer Taylor. Il a acheté Big Machine parce qu'il a vu, hé, je fais un investissement, je suis un homme d'affaires, je fais un investissement qui peut me rapporter plus. Aussi simple que ça. Il a acheté un catalogue musical extrêmement rentable. C'est comme ça qu'il a vu. Business is business. C'est rentable. Ton produit que tu as fait, bébé, c'est rentable. Ça, à long terme, ça vaut beaucoup. T'as créé de quoi? Point final. Et c'est là que les deux récits deviennent incompatibles. Taylor dit, vous saviez exactement ce que vous faisiez. Vous voulez me nuire, n'est-ce pas? Elle est dans la cour d'école un peu. Scooter répond, je ne comprenais même pas pourquoi elle me détestait autant. Mais il y a un détail que beaucoup oublient. Le véritable vendeur de cette affaire n'était pas Scooter Braun. C'était Scott Borchetta. C'était lui, le vendeur. C'est lui qui possédait l'entreprise. Donc, c'est lui qui possède l'entreprise. C'est lui qui avait le pouvoir de vendre et de choisir son acheteur. C'est lui qui a signé la transaction. Donc, c'est lui, même s'il regardait les liens, si vraiment Taylor dit « Oh my God, Scooter est méchant, pourquoi il a osé acheter mon affaire? » Mais pourquoi elle n'a pas parlé à Scoot pour dire « Scott, tu peux le vendre à qui tu veux, mais vends pas à lui. Moi et lui, on n'est pas amis, peu importe, je l'aime pas. Je le vois dans les entourages des Kardashian, je le vois trop rodé, je l'aime pas. » Pourquoi elle n'a pas dit ça à Scott? Soit qu'elle n'a pas accès à Scott, ou soit Scott est trop puissant pour elle. Donc, elle s'attaque à l'acheteur au lieu de s'attaquer au vendeur, au propriétaire. Parce qu'en effet, c'est lui qui était le propriétaire qui pouvait choisir un autre acheteur. Au pire, Taylor aurait dû montrer un autre acheteur. C'est pourquoi certains critiques affirment que toute la colère publique s'est concentrée sur l'acheteur alors que la personne qui détenait réellement le contrôle était le vendeur. Ensuite, l'affaire prend une autre tournure. Taylor affirme qu'après la vente, certaines restrictions l'empêchaient d'utiliser librement certaines parties de son ancien catalogue pour des projets spécifiques. Bien sûr, Taylor, tu peux plus faire ce que tu veux de ton ancien catalogue. Ça ne t'appartient pas. C'est triste à dire, c'était musique, je comprends, mais ça ne t'appartient pas. Quand tu as fait ton contrat initial, ton père était à côté de toi pour te conseiller. Vous n'avez pas calculé ça. Toi, tu étais trop jeune pour le calculer et ton père, ils sont contrefichés. Ils ne pensaient pas que tu allais prendre autant de valeur. Et ça ne t'appartenait pas dans tous les cas. Donc, le propriétaire, il donne le droit. L'équipe de Big Machine et Scooter ont contesté plusieurs de ces affirmations publiquement. Les deux camps se sont alors livrés une guerre médiatique mondiale. Les fans de Taylor, on connaît les fans de Taylor comme ils peuvent être toxiques, ils sont dans la même catégorie que Selena Gomez, se sont rangés derrière elle en disant « Ils sont méchants, pourquoi ils veulent plus lui donner ses masters? Elle les a écrits sans trop comprendre. » Scooter est devenu l'un des hommes les plus détestés de l'industrie musicale. Lui affirme que sa famille a reçu des menaces et qu'il a été présenté comme un monstre alors qu'il avait simplement acheté une entreprise mise en vente. Mais en plus, je suis même pas surprise qu'il a reçu des menaces. Parce que ces fanatiques-là, ces déséquilibrés-là, c'est ça qu'ils sont bons à faire. Ils comprennent pas la situation, ils comprennent pas l'industrie, ils savent pas comment ça marche, mais ils agissent comme ça, des poules sans tête. Taylor, elle décide alors de lancer l'une des contre-attaques les plus intelligentes de l'histoire de la musique. Si elle ne peut pas récupérer les anciens masters, elle va les recréer. Album après album, chanson après chanson, elle réenregistre son catalogue sur le label Taylor's Version. Et contre toute attente, les fans suivent massivement. Résultat, elle transforme ce qui devait être une défaite commerciale en victoire historique. Et c'est force à elle qu'elle a pu faire ça. Aujourd'hui, plusieurs années plus tard, chacun campe sur sa position. Taylor continue d'affirmer qu'elle a été trahie, mais elle a été trahie par Scott, celui qui l'a vendue à Scooter. Scooter continue d'affirmer qu'il a été transformé en méchant pour une transaction dont il n'était pas le vendeur. Et la vérité est probablement quelque part entre les deux. Taylor a vécu cette vente comme une blessure personnelle.
Scooter l'a vécu comme une acquisition commerciale devenue une catastrophe médiatique. Mais une chose est certaine, cette affaire n'était pas seulement une histoire de musique, c'était une bataille autour du pouvoir, autour du contrôle, de la propriété intellectuelle, de l'image publique et de la capacité d'influencer le récit devant des centaines de millions de personnes. La personne qui peut mieux raconter son récit devant sa communauté, devant les gens, c'est la personne qui gagne. C'est pas parce qu'elle a raison, c'est celle qui est capable de convaincre le plus de personnes qui gagnent. Et c'est ça qui s'est passé. Donc maintenant, allons-y avec les 3 questions que personne ne prend le temps d'analyser. Pourquoi Taylor Swift est-elle furieuse? Parce que pour elle, cette histoire n'a jamais été uniquement une question d'argent. Taylor savait déjà que Scott Borchetta possédait ses masters. Elle savait que ces masters ne l'appartenaient pas. Elle savait également qu'un jour, il pourrait vendre l'entreprise. Elle l'a même reconnu publiquement. Elle était au courant de ça. Le problème n'était donc pas la vente. Le problème était l'acheteur. Dans ce cas, elle devait parler à celui qui possédait ses masters. Je ne veux pas que tu vends mes trucs à lui. Donc, c'est lui qu'elle ne voulait pas qu'achète ses masters. Donc, finalement, elle aussi, elle avait un problème personnel contre lui. Selon Taylor, Scooter Braun représentait déjà plusieurs des pires moments de sa carrière. À ses yeux, il était lié à Kanye West pendant la période de Famous, à la controverse avec Kim Kardashian et à plusieurs épisodes qu'elle considérait comme de l'intimidation publique. En même temps, c'est Kanye West qui l'a propulsé sa carrière. Donc, chacun a sa façon de voir. Quand elle a appris que l'homme qu'elle associait à cet événement allait désormais contrôler son catalogue musical, elle a vu cela comme une trahison personnelle. Taylor est bien le dragon que Blake Lively disait qu'elle était. Dans sa tête, ce n'était pas simplement quelqu'un a acheté mes masters, c'était la personne que je voulais le moins voir contrôler mon travail possède désormais une partie de mon héritage artistique. Voilà pourquoi la réaction a été aussi émotionnelle. Pourquoi Scooter Braun dit-il qu'il ne comprend toujours pas la polémique? Parce qu'il regarde l'affaire sur une angle totalement différente. Dans sa version des faits, il n'a pas volé les masters. En effet, il a payé. On vendait une entreprise, il l'a acheté. En quoi on l'accuse d'avoir volé? Il n'a rien volé. Il a acheté quelque chose. C'est comme si vous arrivez sur le marché, vous voyez une maison, un vendeur vend une maison, vous allez, vous achetez la maison, on accepte de vous vendre, il y a toutes les visites, vous remplissez toutes les codes, on vous vend la maison. Et là, il y a d'autres... l'ancienne personne qui vivait dans l'ancien locataire, pas le propriétaire, parce que Taylor n'est pas propriétaire. Donc, l'ancien locataire qui vit dans la maison est fâché contre vous, commence à vous faire la guerre. Tu as volé ma maison! Tu as volé ma maison! Alors que toi, tu sais que tu n'as pas volé. Est-ce qu'on va dans ce côté-ci? Il n'a pas créé les contrats. Il n'a pas empêché Taylor de signer ailleurs. Il n'était même pas propriétaire du catalogue lorsque les accords originaux étaient signés. Il affirme avoir acheté une société qui était officiellement en vente. Point. Selon lui, personne n'aurait accusé Sony, Universal ou Warner d'être des monstres s'il avait acheté le même catalogue. Alors pourquoi lui? C'est la question qu'il continue de poser aujourd'hui. Scooter affirme également qu'il connaissait très peu Taylor personnellement. Donc c'est pas comme s'ils étaient amis. Peut-être qu'à un moment donné, il l'a bousculé sans savoir. Il a dit, ah, pousse-toi mon enfant, et puis ça l'a énervé. Mais bref, il la connaissait pas plus que ça. Il dit l'avoir rencontrée seulement quelques fois et n'avoir jamais eu des relations significatives avec elle pour discuter, pour avoir une interaction quelconque. Dans son esprit, il était devenu le méchant d'une histoire dont il n'était même pas le personnage principal. En tant que tel, je peux comprendre Taylor, elle a une haine contre lui parce qu'il était relié à Kanye West. Le fait qu'elle ne peut pas atteindre Kanye West, elle va par lui. Mais heureusement, c'est Scooter Braun qui a acheté ton catalogue parce que Kanye West, connaissant Kanye West, il est taquin. Il aurait pu venir acheter ton catalogue et puis tout déformer ta musique et tout changer ça. Connaissons notre Kanye West qu'on connaît. C'est juste qu'il était juste pas intéressé par tes shit. Donc, sois heureuse que c'est Scooter qui l'a acheté. C'est aussi ce qu'il explique pourquoi il dit encore aujourd'hui qu'il ne comprend pas totalement l'ampleur de la réaction. Mais en même temps, toutes les réactions dans les médias,
c'est les fans toxiques de Taylor. Ça prouve encore comment les fans toxiques de Taylor, ils sont réellement toxiques. Et c'est pour ça que Blake Lively, quand elle appelait Taylor son dragon, parce qu'elle sait qu'elle a une communauté tellement toxique qui vont intimider les gens. Elle se plaint d'avoir vécu de l'intimidation, mais la plus grande intimidatrice, elle et son amie, là. Ça clique, là. Les Selena, Blake Lively, ils sont tous ensemble. Ils sont les pires. Et maintenant, pourquoi Scott Borchetta a-t-il finalement échappé à la majorité des critiques? C'est probablement la partie la plus fascinante de toute cette histoire. Parce que si on regarde uniquement les faits juridiques, Scott Borchetta est la personne qui détenait réellement le pouvoir. C'est lui qui possédait Big Machine. C'est lui qui contrôlait les masters. C'est lui qui a accepté l'offre. C'est lui qui a signé la vente. Sans Scott Borchetta, il n'y a pas de transaction, right? Pourtant, quelques mois plus tard, une grande partie de l'opinion publique parlait davantage de Scooter Braun que de Scott Borchetta. Pourquoi? Parce que les histoires ont besoin d'un méchant facilement identifiable. Il gérait plusieurs célébrités controversées déjà. Son nom provoquait déjà des réactions émotionnelles. Scott Borchetta, lui, était un dirigeant de maison de disques beaucoup moins médiatisé. Résultat, le vendeur est devenu un personnage secondaire, l'acheteur est devenu le visage du scandale. Et pendant que tout le monde se concentrait sur Scooter Braun, beaucoup ont oublié que la décision finale appartenait d'abord à Scott Borchetta. Même Taylor, qui joue à sa victime 2.0, c'est pour ça qu'il ne faut pas les croire. Taylor, Blake Lively, ce sont les mêmes. Amber Heard, elles sont toutes les mêmes là. Il ne faut pas les croire. C'est peut-être le retournement le plus étrange de toute cette histoire. L'homme qui a vendu les Masters est devenu presque invisible. L'homme qui les a achetés est devenu le symbole de toute la controverse. À rien comprendre. Et maintenant, ce que cette histoire nous rappelle sur l'industrie musicale. Cette fameuse industrie musicale. Je sais que beaucoup de personnes mettent la pression à Rihanna de retourner sous contrat pour refaire d'autres albums. Mais est-ce que vous avez vu qu'est-ce qui arrive aux artistes? Les masters ne les appartiennent pas. Ils se font comment leur contrat, on les met sous pression. Il y a aussi une réalité dont beaucoup de gens ne parlent jamais. Lorsque Taylor Swift a signé son premier contrat avec Big Machine, elle n'était qu'une adolescente. Elle avait environ 15 ans. Comme beaucoup de jeunes artistes avant elle était prête à tout pour obtenir sa chance. Et c'est précisément comme cela que fonctionne l'industrie musicale depuis des décennies. Ils prennent le monde qui arrive, qui sont prêts à tout vivre ce rêve. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les connaissances et capacités de vite signer un contrat. Ils vont signer les papiers rapidement et se faire prendre. En échange, elles s'assurent. Les maisons de disques prennent un risque financier énorme sur des jeunes talents inconnus. C'est ça qu'ils font. C'est pour ça que les masters de ces artistes-là, ils appartiennent. C'est pour ça que quand ils font les contrats, ils disent « Pendant 10 ans, tu dois nous remettre 7 albums. » Ou pendant 15 ans, tu nous remets 10 albums, ou tu nous remets 5 albums, peu importe le tout, mais ils te font signer un contrat et puis tu as un nombre de temps pour faire exécuter. Et voilà. En échange, elles s'assurent souvent le contrôle de certains actifs extrêmement précieux, notamment les masters. Ils ne vont pas te donner, toi comme inconnu, ton masters. Vous imaginez, quand elle avait signé ses 6 premiers albums, c'était à eux. C'était pas à elle. Ça faisait partie de son contrat. Et à l'époque, Taylor n'avait ni le pouvoir, ni l'influence qu'elle possède aujourd'hui. Elle signait le contrat qu'on lui mettait devant elle, comme l'ont fait des milliers d'artistes avant elle. Le problème, c'est qu'une fois devenue une superstar mondiale, elle s'est retrouvée dans la même situation que beaucoup d'autres artistes légendaires avant elle. Découvrir que le travail de toute une vie ne lui appartient pas complètement. Ne l'appartient même pas du tout. C'est pourquoi cette histoire a touché autant de musiciens. Même ceux qui n'étaient pas forcément d'accord avec Taylor comprenaient le fond du problème. En vrai, tout ce qu'elle voulait émotivement, c'est ses masters, c'est son travail. Mais ça ne lui appartenait pas. Pourquoi il n'y a pas eu de négociation avec celui qui avait ses masters? C'était Scott Borchetta. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été capable de faire Scott Borchetta, de faire une entente avec lui pour racheter ses masters entre ses mains. Scott Borchetta l'a regardé, je m'en coalise de toi. Moi, je vais le vendre à quelqu'un pour faire plus d'argent. C'est-à-dire, quand il a offert son label pour 300 millions,
C'est-à-dire que elle n'était pas capable de lui offrir plus que 300 millions à cette époque. Maintenant, elle peut le faire. À l'époque, elle ne pouvait pas le faire. Donc lui, 2019, c'est là que Scooter a acheté. C'est-à-dire en 2019, qu'est-ce qui arrivait? Elle pouvait pas. Il me semble elle était déjà au top. Peut-être, il me semble. Il me semble qu'elle était déjà. Elle était déjà Taylor Swift. Elle avait déjà des millions. Mais il n'a pas, malgré tout, pourquoi il a pas vendu? Il y a beaucoup d'artistes qui ont finalement racheté leur masters. Donc lui, il a refusé de lui vendre ses masters. Il a préféré vendre ça à quelqu'un d'autre. Mais personne ne parle de ça. Même elle n'en parle pas. Y a-t-il une histoire avec lui qu'elle a peur de nous dire? Parce qu'au-delà de Scooter Braun, au-delà de Scott Borchetta et au-delà de querelles médiatiques, il existe une question fondamentale. Qui devrait posséder l'œuvre qu'un artiste crée? Et cette question continue de diviser toute l'industrie. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle certains artistes deviennent beaucoup plus prudents avec les maisons de disques à mesure qu'ils gagnent du pouvoir. De nombreux artistes ayant connu un immense succès ont cherché à récupérer davantage de contrôle sur leur musique, leur tournée, leur marque et leurs décisions créatives. Pour certains, cela signifie renégocier des contrats. Pour d'autres, cela signifie lancer leur propre structure. Il y en a plein d'artistes, suite à ça, ils ont lancé leur propre album, leur propre compagnie, leur propre label. Pour d'autres encore, cela signifie ralentir le rythme ou prendre leur distance avec certaines obligations de l'industrie. Qu'est-ce qu'on voit le cas pour Rihanna? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris cette distance avec l'industrie parce qu'elle sait c'est quoi cette industrie. Et puis quand le monde dit non, retourne dans l'industrie, nous faire d'autres albums, c'est que vous n'avez rien compris de cette industrie. Ce n'est pas nécessairement un rejet des fans. Quand vous voyez l'artiste qui prend cette distance-là, qui ne veut plus vraiment rentrer dans la musique, c'est pas parce qu'il n'aime pas la musique qu'il n'aime pas ses fans. C'est parce qu'il sait comment l'industrie est dangereuse. Il met le pied là, il va se faire enterrer. C'est souvent une tentative de protéger leur équilibre personnel, leur liberté créative et leur santé mentale après des années passées dans un système extrêmement exigeant. Au final, l'affaire Taylor Swift n'est pas seulement l'histoire d'une chanteuse qui voulait récupérer ses masters. C'est l'histoire d'une artiste qui a passé une grande partie de sa carrière à tenter de reprendre le contrôle de son propre héritage artistique. Et c'est probablement pour cette raison que cette histoire continue de susciter autant de débats aujourd'hui. Plus je regarde ce dossier, plus je pense que Taylor Swift et Scooter Braun racontent chacun une partie vraie de l'histoire. Taylor a probablement vécu cette vente comme une trahison personnelle, mais elle s'en est pris à la mauvaise personne. C'était Scott Borchetta, le propriétaire, qui travaillait dans le label, qui devait... Pourquoi il n'a pas revendu? Au pire, il pouvait la revendre, ses masters, dire, OK, Taylor, donne-moi, mettons, 1 million. Mais pas 1 million, c'est 300 millions. Au moins, donne-moi 300 millions et puis je te le vends à toi. Pourquoi il n'a pas fait ce deal avec elle directement? Scooter l'a probablement vécu comme une transaction commerciale devenue guerre nucléaire médiatique. Le vrai gagnant de toute cette histoire, c'est personne. Taylor a dû réenregistrer son catalogue entier. Scooter a été transformé en super vilain de l'industrie musicale. Et Scott Borchetta, l'homme qui a réellement vendu l'entreprise, est presque devenu un personnage secondaire dans sa propre histoire. Vous n'avez même pas respecté Scott Borchetta. Vous n'avez même pas donné le rôle qu'il méritait d'avoir, man. C'est peut-être ça le détail le plus incroyable de toute l'affaire, guys. Et comme je vous dis, c'est ça, c'est le manque de discernement, de capter, de dire, votre énergie, vous l'avez donnée à la mauvaise personne. Vous voulez un méchant, mais Scott Borchetta n'était pas assez populaire, assez visible. Ça va pas faire un effet. Par contre, Scooter Braun, il est déjà populaire. On sait son nom, on reconnaît. On l'associe avec Katy Perry, Lady Gaga, Justin Bieber. Et, yeah, let's go, on se lance. So let me know what you think, guys. Mais voici ce que j'en pense de tout ça. On se retrouve au prochain.